Gratia, à toi. Bonjour, bienvenue à tous à notre webinaire avec Philippe Pierre de la série C'est en France, Made in France et ailleurs. Ce soir, nous avons le grand honneur d'avoir parmi nous Philippe Pierre, dont le webinaire porte le titre de « En quoi le management interculturel peut être utile demain ?» Donc, nos prochains webinaires seront le mardi 15 décembre 2020, la ludopédagogie en action, explorer les ADL, activités dynamiques en ligne en compagnie d'Alban de Beaurepaire. Le mercredi 27 janvier 2021, la démarche d'intelligence interculturelle et le culturoscope avec Michel Souquet. Et le mercredi 24 février 2020, nous aurons l'honneur d'avoir un webinaire animé par Milton Bennett en anglais, dont le titre est encore annoncé. Donc, nous espérons vous voir nombreux à ce prochain webinaire, comme ce soir aussi. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas CETA France, c'est une association qui s'occupe de recherche, enseignement et formation dans le domaine de la communication et du management interculturel. Voilà, et nous espérons que ce webinaire vous donnera envie de devenir membre de notre association et de la soutenir si vous trouvez cette série de webinaires intéressante. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à Pamela Strogate qui va vous présenter notre invité de ce soir, Philippe Pierre. Merci Gratia et bonsoir, rebonsoir à tout le monde. Et merci d'être avec nous ce soir pour le 3e webinaire du série. Ce soir, nous accueillons encore un invité de grande qualité, Philippe Pierre. Moi, j'ai rencontré Philippe il y a quelques années quand je pensais suivre le Master de Management Interculturel à Paris-Dauphine, donc programme qu'il dirigeait à l'époque. On devait avoir un rendez-vous de 30 minutes, mais finalement, on a passé près de 3 heures ensemble, car Philippe est quelqu'un qui s'intéresse aux gens et qui a tellement de choses intéressantes à partager. On avait du mal à se séparer lors de ce premier rendez-vous. Philippe, il est quelqu'un de référence dans les disciplines management interculturel. Il a plein de cordes à son arc, et ce depuis longtemps, puisqu'il a été à la fois à temps plein chez L'Oréal DRH, il était chercheur au CNRS et en même temps aussi enseignant dans des prestigieuses institutions comme Sciences Po, Paris-Dauphine ou l'ESSEC. Et souvent, cela avec ses amis Evald Mutabazi ou Michel Souquet. Et Michel, on aura le plaisir de l'écouter et d'apprendre de lui aussi lors d'un webinaire du 27 janvier, comme Gratia vient de vous présenter. Philippe ne croit pas en la séparation des champs, des savoirs et des disciplines. Il milite pour que pratique et théorie se rapprochent davantage, s'hybrident et s'enrichissent. Le DRH doit parler et apprendre au professeur, le consultant au coach et le formateur au DRH ou au syndicaliste. Au-delà des seules cultures nationales, le mot de bricolage est précieux pour Philippe qui dit que l'on est toujours plus que ce que les autres disent que nous sommes. Philippe a d'ailleurs d'abord été connu pour son travail sur les stratégies de l'identité des cadres expatriés. Comme de plus en plus de personnes travaillent dans une langue, vivent en famille dans une ou plusieurs d'autres et cultivent des amitiés dans encore une autre langue. Philippe est l'auteur de 14 ouvrages et d'une 50aine d'articles scientifiques dans les domaines de l'RH et de la sociologie de l'entreprise. Il a récemment publié Management interculturel, évolution, tendance et critique avec Jean-François Chanlin, avec lequel il a dirigé le Master de Management interculturel Paris-Dauphine, et qui est une formation d'excellence unique en Europe et qui est actuellement en train de se réinventer. Il dirige avec Éric Mellet le programme Organisation apprenante et Management interculturel de Sciences Po Executive Education,
association qui rencontre un très beau succès et ouvre des voies originales. Tout ce qu'on attend de Philippe. Je mettrai tout à l'heure dans le chat un lien pour le site de Philippe où vous retrouverez des événements à venir ainsi que plus de 60 vidéos. Normalement, l'enregistrement de ce soir s'y retrouvera aussi et également sur le site de CIATA France, normalement d'ici le week-end. Je mettrai tous les liens qu'il faut dans le chat. Philippe, avec sa générosité, nous offre également 3 de ses ouvrages. Je mettrai le lien dans le chat, c'est un lien pour WeTransfer, donc normalement le lien est valable jusqu'à logiquement fin du week-end, donc si vous voulez les télécharger, je vous conseille de le faire rapidement. Et donc, nous avons la chance ce soir de partager avec lui sur le futur du management interculturel. Pour Philippe, le management interculturel n'est pas un simple aménagement de la diversité, notion floue et moins utile pour lui que celle d'équité. Selon lui, il faut faire plus que tolérer. Il convient de reconnaître les différences et ne pas toutes les accepter dans le champ du travail des organisations. Le témoignage en 2 temps de Philippe et nos échanges pendant les minutes qui viennent avec un atelier pour travailler en sous-groupe s'annonce utile car avec la crise sanitaire actuelle, c'est le sens même du travail et de l'engagement qui est questionné. Philippe dit même la centralité du travail dans nos vies quand avec l'essor du télétravail et de nouvelles attentes générationnelles, nos rapports intimes au temps, à l'espace physique et à l'autorité sont bouleversés. Je vous montre où vous êtes. Donc, on est largement, vous voyez, on est largement à Paris. Tout le monde voit, Grazia, vous voyez, Philippe, où sont les gens? Oui, c'est spectaculaire, c'est agréable. Bravo, Pamela. Je t'en prie, et bravo à tout le monde qui est venu de proche et loin, même de leur maison. Mais on a Italie, on a Pays-Bas, on a Pologne, on a beaucoup de France, l'Allemagne. Ouais. Je crois qu'on doit avoir un Singapour, on a Prague, Serbie, un peu en Inde. Eindhoven aussi, ouais, c'est magnifique. Ouais. Italie. Donc. Je ne vois pas l'Espagne. Ben, peut-être ils sont timides dans l'Espagne, n'est-ce pas? Je suis à Valence. Mais c'est bon, ça marche, c'est bien, ça marche. Vous avez cliqué, vous êtes sur Menti, c'est Dominique qui a dit qu'il est en Espagne? Je ne sais pas qui est en Espagne. Bon, vous pouvez cliquer. Et à titre d'information, Genève est en Suisse, pas en France. Hein. On est d'accord. On est tout à fait parce que la Suisse n'a pas été mentionnée. Non, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre de la Suisse. Il y avait Genève, il me semble, plus. Je pensais voir autre chose. Zurich, je pensais avoir vu, mais peut-être pas. Okay. Non, mais la Suisse n'avait pas été mentionnée, donc c'était juste pour dire. Excuse-moi. Bon, ça bouge, donc je sais suivre, mais bon. Donc, beaucoup de formateurs et professeurs. Donc, on a le monde académique et le monde réel, entre guillemets. OK, je laisse encore quelques secondes et après, je vais repasser. Donc, Philippe, je te laisse prendre connaissance d'où viennent nos participants, ce qui fait nos participants et après, je te passe la parole. Ça te va, Philippe? Oui, c'est très bien, Pamela. Et je trouve très vivante cette animation. Je te félicite. Ben, avec grand plaisir. Alors, et la salle, on a 98 personnes dans la salle. Donc, la salle est presque prête à fermer ses portes. Merci, Philippe, d'avoir attiré autant de monde. Donc, je te laisse la parole. Très bien. Ben, merci beaucoup, Pamela. Je tiens d'abord à te remercier parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer la rencontre avec toi. Et je suis né dans un pays, la France, où quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on ne lui dit pas. C'est culturellement admis. Donc, j'essaye de progresser et je tiens d'abord à te remercier, donc sincèrement. Je tiens aussi à remercier Grazia parce que c'est un travail d'équipe. Et puis, je vois le visage d'un homme que j'apprécie aussi beaucoup, c'est Benoît Théry. J'apprécie Benoît d'abord pour ses écrits, la qualité de sa plume et de ses analyses sur le management interculturel en Afrique, notamment. Mais je voudrais m'adresser à toi, Benoît, en tant que président. C'est comme ça qu'on dit, hein, c'est ça, Pamela?
président de l'association? Absolument. Voilà. Et avec Linda, avec beaucoup de membres du bureau, je sens personnellement, et je l'ai souvent partagé avec Eval, dont vous avez parlé, Moutabazi ou Michel Soquet, ou d'autres amis, je sens une très belle énergie au sein du SIETAR depuis plusieurs années. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, merci pour à la fois le plaisir et puis l'honneur que vous me faites de partager. Je parle pour Gratia. C'est très bien que ce soit partagé. Et vraiment, c'est le rendez-vous de l'amitié aussi, parce que pendant qu'on était juste avant l'événement, là, je me faisais la remarque que c'est certainement une des premières fois dans ma vie où j'avais face à moi à l'écran près de 100 visages. C'est vrai que j'ai la chance d'en connaître au moins peut-être les 2 tiers. Et donc, c'est un peu comme une composition affective de Paul Klee, une sorte d'abstraction du lien. Et je pense qu'on est déjà dans l'interculturel. Être dans une posture interculturelle, c'est faire des liens et des correspondances entre les mondes. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est un privilège. Donc, merci de m'offrir cette chance-là. Alors, du coup, Pamela, on a organisé les choses un petit peu de cette façon-là. Dans un premier temps, pendant une petite vingtaine de minutes, mais pas plus, parce que pour moi, l'essentiel, c'est la conversation avec vous toutes et vous tous. Je vais vous proposer une très rapide réflexion un peu pour définir des termes, culture, management interculturel à mes yeux, parce que j'ai vu en fait dans le sondage qui était juste présent là qu'il y avait, nous avions des étudiants et donc peut-être des personnes praticiennes ou autres qui rentrent dans la discipline. Donc je voudrais vous donner quelques éclairages de mon point de vue en fait sur ce que j'entends par culture ou management interculturel. Puis après en fait je pense que je vais faire taire le suspense assez vite. Nous nous sommes demandé si le management interculturel avait de l'avenir et dans quelle mesure en avait-il. Je crois qu'en ces temps tourmentés, il en a plus que jamais. Et donc, je vais essayer de défendre pendant cette soirée et avec vous tout l'intérêt qu'il y a à se saisir des catégories du management interculturel pour penser en fait l'épaisseur du réel et les catégories qui sont les nôtres, notamment dans une perspective de culture. Alors, qu'est-ce que j'entends par culture ? Un soir, j'avais le bonheur d'être à côté d'un homme qui, pour moi, restera toujours important. C'est Renaud Saint-Saulieu. J'ai eu la chance de poursuivre une thèse de doctorat sur les expatriés à ses côtés. Renaud Saint-Saulieu, grand sociologue de l'identité. Et pour le taquiner un peu, je lui avais demandé, vous qui travaillez sur les identités, quelle est votre définition de la culture ? Et alors, il m'avait proposé ceci, qui m'a toujours en fait beaucoup influencé. Il m'a dit, la culture, c'est ce qui peut se définir comme l'élément appris du comportement humain. Je ne connais pas de meilleure définition, même s'il en existe plus de 350. L'élément appris du comportement humain. Et donc, pour moi, et c'est un bonheur que de le partager avec vous, le culturel, le domaine culturel, c'est quelque chose que l'on étudie, c'est une construction, c'est quelque chose en quelque sorte que l'on fait naître, car la culture ne démarre pas, elle continue. Et donc, pour moi, la culture, elle est partout, et le culturel est partout derrière des conduites qui sont justifiées. Je voudrais aussi partager ça avec vous. Pour moi, ce qui est culturel participe de l'épreuve de justification des individus au cours de leur existence. Il s'agit de justifier. Et donc ça, c'est un premier point très important pour moi. Et donc, j'étais aussi sensible à l'apport de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss parlait de culture en fait comme des ensembles significatifs et avec, du point de vue de l'enquête, des écarts significatifs. Et je voudrais démarrer, si vous en êtes d'accord aussi, par cette notion d'écart. Je préfère de loin l'écart à la différence. Et de ce point de vue, je me sens très proche de la pensée d'un François Julien ou d'un Michel Soquet. Je sais, Pamela, que vous avez fin janvier le bonheur d'accueillir Michel Soquet. Et je voudrais partager avec vous un petit peu ça. Pour moi, quand on aborde la question des cultures, il convient, à mon avis, de plus en plus, non pas de les aborder en termes de différence, mais en termes d'écart. La différence, c'est ce qui va nous amener à opérer des distinctions, des séparations, à ranger, à classer, à offrir une typologie. On en a besoin. Mais dans la différence, en fait, la distinction, une fois qu'elle est faite, chacun des termes oublie l'autre, et d'une certaine manière, chacun des termes retourne de son côté. Je me retrouve là dans une perspective d'analyse que je connais bien. Depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression d'être né dans une société où on se pose en s'opposant. On se pose en s'opposant. Il y a nous et les autres, il y a mon modèle face au tien,
Et quand j'étais vraiment adolescent, je me souviens très bien, je vais vous livrer cette confidence, on me demandait qu'est-ce que tu aimes en musique. Alors je répondais, moi j'aime les Beatles. Tout de suite, en fait, là où j'ai grandi, émergeait la question, ah bon, tu n'aimes pas les Rolling Stones? Et même quand j'aimais les Beatles, on me demandait qui est-ce que tu préfères, John Lennon ou Paul McCartney? Alors comme j'ai toujours un peu aimé la figure du tiers ou du médiateur, je disais George Harrison, pour un peu contrarier les choses. Je suis né dans cette société-là, la société du ou. Je pense que l'évolution de notre discipline, en fait, participe d'un mouvement du ou au et, de la pyramide au réseau, des systèmes supposés englobants à quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose. Mais j'y reviendrai avec grand plaisir. Société du ou, on se pose en s'opposant. C'est mon modèle face au tien. Avec l'écart, et là je m'inspire de François Julien, mais aussi des travaux de Michel Soquet, et notamment du Culturoscope, puisque vous aurez Michel bientôt, avec l'écart, on n'est pas dans la distance, on n'est même pas d'ailleurs dans le risque. Depuis plusieurs années, je m'enrichis d'un blog formidable de Benjamin Pelletier, Gestion des risques interculturels. Et toujours, Benjamin nous rappelle que quand on utilise le mot risque, il convient tout de suite en fait, d'utiliser le mot opportunité. Et donc, avec l'écart, on n'est pas dans une pensée du rangement, on est dans une pensée du dérangement. Et pour moi, le management interculturel a beaucoup à voir avec la protection des profils atypiques. Je pense que notre discipline ne l'a pas assez mentionné. Et c'est pour ça que ce soir, je suis content de le vivre avec vous. Quand on participe du management interculturel, pour moi, on s'intéresse beaucoup à ceux qui sont différents, excellents et généreux, excellents dans leur contribution. Ce sont les personnes que j'appelle des talents. Et dans la discipline du management interculturel, on doit porter son regard sur des personnes qui sont de ce point de vue atypiques. Alors l'écart, en fait, c'est quelque chose moi, qui m'intéresse depuis beaucoup de temps, notamment par rapport à des gens qui vivent entre deux. Je vais utiliser cette image de l'antre, comme François Julien le fait. François Julien, dans une de ses conférences, m'avait beaucoup marqué car il disait entre la pomme qui est peinte par un artiste et l'assiette qui est supposée en fait soutenir la pomme, il y a un antre. Il s'agit de le peindre, mais il s'agit aussi de le comprendre. Et donc moi, tout mon travail depuis une vingtaine d'années, jamais seul. J'ai la grande chance d'avoir fait des rencontres, pas des rendez-vous, des rencontres. Le rendez-vous, on le fixe, la rencontre, elle arrive. Et il s'agit donc d'être en quelque sorte en capacité d'accueil de cette rencontre. C'est une des grandes dimensions aussi pour moi de l'interculturel. L'antre, entre deux pays, entre deux régions, entre deux villes, entre deux traditions. Et donc, je me sens aussi vraiment en filiation avec une pensée de la double absence. Alors là, j'emprunte les termes d'un sociologue formidable qui s'appelle Abdelmalek Sayad et qui a écrit quelque chose de magnifique. Son livre s'appelle « La double absence ». Ça a été pour moi vraiment un des grands ouvrages qui m'ont amené à m'intéresser à ce que j'ai appelé des stratégies d'identité. Comment on joue à être étranger pour conquérir du pouvoir en situation. Jouer à être étranger pour conquérir du pouvoir en situation. Et Abdelmalek Sayad parle de ceux qui sont dans une double absence. Leur couleur de peau, leur patronyme, le lieu où ils habitent, la manière dont ils parlent, leur situation de handicap visible et invisible font qu'ils ne sont pas tout à fait d'ici. Et quand ils ont la possibilité de revenir dans ce qui pourrait être leur pays d'origine, avec toutes les guillemets du monde, on leur dit qu'ils ne sont pas non plus tout à fait d'ici. Ils vivent ce que je vous propose d'appeler avec moi une double absence. Le management interculturel, c'est une invitation à passer de la double absence à la triple présence. Le management interculturel, pour moi, n'additionne pas, il multiplie. Et donc, quel est le chemin entre ce lieu où je suis, ce lieu imaginé qui est peut-être une de mes parts d'origine, et cette trajectoire de vie qui est la mienne. Et donc, la pensée interculturelle, pour moi, ce n'est pas une pensée du statique, du permanent. C'est une pensée du peut-être. Et le peut-être n'est pas rien. Et je reprends là la très jolie formule d'Axil Lexinus. Le peut-être n'est pas rien. Pour moi, le management interculturel, alors il faut que je m'explique sur ce qu'est le management, je vais le faire de façon très rapide. Le management, c'est l'analyse des conditions d'efficacité d'une organisation. Voilà des définitions que j'en donne. Alors vous retrouverez, bien sûr, avec Gracia et Pamela, on s'est attaché à vous donner l'ensemble des définitions que je propose en un temps court, mais je préfère rester avec vous les yeux dans les yeux. Et vous le retrouvez sur mon site internet, vous retrouverez 30 slides que j'ai préparés, nous avons préparés tout spécialement pour vous, pour reprendre en fait toutes ces définitions. J'ai mis le lien dans le chat, donc ils peuvent, c'est déjà là. Je le Parfait, impeccable, merci beaucoup.
Et donc, je vous disais, pour moi, manager, c'est essayer de trouver les conditions d'efficacité d'une organisation. Alors, de façon très simple, pour moi, la culture renvoie à la question de qui sommes-nous? L'identité renvoie à la question de qui suis-je dans mon devenir? Et tout ça est conditionné par ce qu'on va appeler ensemble un soubassement psychique, des relations conscientes ou inconscientes. Et ça, je voulais d'ores et déjà aussi vous le dire. Pour moi, quand on travaille sur le management interculturel, on doit s'intéresser, en fait, et je vais vous proposer tout de suite une définition, à une action que l'on souhaite harmonieuse, des apprentissages culturels, comme des jeux identitaires qui déterminent implicitement le sens, l'exigence de justification des normes et des rôles tenus pour toute personne en relation avec une personne issue d'un autre milieu que le sien. Apprentissage culturel, jeu identitaire, détermination d'un sens, justification des normes. C'est ce, à mon avis, vers quoi nous devons aller. Et donc, je suis quelqu'un qui, comme beaucoup d'autres, a de plus en plus envie, compte tenu du contexte, et je vais essayer de le souligner, a de plus en plus envie de mettre ensemble culture d'origine avec des S, liberté de l'acteur, ce que j'appelle un effet de liberté de l'acteur. On est toujours plus que ce que les autres disent que nous sommes, tu l'as dit Pamela, et j'ai un tout petit peu de liberté sur mon parcours de vie. Je peux un tout petit peu en fait m'arracher à mon conditionnement. Donc effet de culture au pluriel, effet d'acteur et de liberté de l'acteur. Et le troisième pôle du triangle est pour moi très important, c'est l'effet de sens, la situation. Vous pouvez mettre 3 personnes en fait qui seraient supposées avoir des cultures nationales différentes 3 fois sur la même situation de travail, et là vous allez voir surgir en fait du pouvoir dans les relations, ce que Michel Serres, le philosophe, appelle de l'énergigramme. C'est toujours plus que l'organigramme. Et à un moment donné, en fait, ce que j'appelle une métamorphose. Effet de culture au pluriel, effet de liberté de l'acteur et effet de sens. Alors ce que je crois, moi, c'est que, et nous sommes nombreux maintenant à le penser, il ne s'agit plus de penser les différences et surtout maintenant les écarts, car pour moi, la discipline pense les écarts, comme il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, le critère en quelque sorte de différenciation, c'était d'abord la variable nationale. Et on a vu fleurir des séminaires tout à fait utiles, comment travailler avec les Chinois, comment travailler avec les Italiens, comment intégrer dans nos équipes des personnes d'une autre nationalité. Je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible à la figure du « et ». Ces séminaires peuvent être utiles. Et donc, il ne s'agit pas de les mettre de côté. Par contre, il s'agit d'intégrer, de mon point de vue, à notre discipline, de nouveaux principes de différenciation. Je donne quelques-uns très rapidement. La dimension supposée générationnelle. Vous allez voir que je ne suis pas grégologue. La question du genre. La question de l'appartenance ethno-raciale réelle ou supposée à une communauté. Ce sont des variables, en fait, qui vont enrichir notre tradition intellectuelle qui est plutôt basée autour des travaux, par exemple, d'une très grande figure comme Gerd Hofstede, ou d'un homme que nous avons eu très récemment dans les webinaires, Fons Trompe-Mars, avec Jérôme. Eux sont plutôt orientés, et c'est tout à fait utile, sur des variables stato-nationales, avec individualisme, collectivisme, féminité ou masculinité. C'est très utile. Mais ce que je crois, moi, c'est qu'aujourd'hui, nous assistons à une sorte de brouillage des catégories, une sorte de brouillage des référentiels de sens, et on a besoin de se saisir d'autres calques. Je suis très sensible aussi, je vais vous le dire avec passion, parce que je suis très sensible à la notion de calque. J'emprunte cette formule à un de mes amis, Franck Pruvot. Franck dit, quand on fait face à l'imprévisible, à l'inconnu, à l'ambigu, et c'est typiquement notre situation avec la crise sanitaire, nous sommes en fait en devoir de superposer les calques. Un modèle, c'est un calque. C'est une construction sociale. Elle n'est jamais tout à fait en ligne avec l'épaisseur du réel, mais elle nous permet en fait de diversifier les points de vue. Et donc, je suis sensible à cette idée qu'il y a le calque des âges, il y a le calque de la classe sociale. On ne parle pas assez, de mon point de vue, en management interculturel, de la pesanteur qui est parfois la nôtre, du conditionnement qui est le nôtre quand on appartient et quand on veut se dégager d'une classe sociale. Et donc, quand on superpose les calques, d'une certaine manière, émerge quelque chose qui s'appelle une personne, un sujet. C'est ça, à mon avis, notre devoir de chercheur. Et puis, notre devoir de praticien, car je suis quelqu'un qui, tu l'as dit, Pamela, ça m'a fait plaisir, essaye d'associer depuis longtemps enseignement, pratique et recherche. Je crois beaucoup, en fait, à cet autre triangle. Enseignement, pratique et recherche. Et notamment dans une perspective chère à Geneviève d'Anselzer, qui est ici avec nous ce soir, et que je salue, de sociologie pratique.
c'est-à-dire donner la possibilité aux praticiens de faire un effort réflexif pour, d'une certaine manière, mieux comprendre les raisons qui les amènent à agir. Je crois beaucoup à ça. Alors, je voudrais m'arrêter une seconde sur cette crise sanitaire et montrer en fait que pour moi, elle amplifie un mouvement. Ce mouvement, c'est la nécessité de multiplier les calques, de multiplier les grilles d'interprétation. Aujourd'hui, chacun se réveille le matin avec le sentiment de vivre de manière permanente une situation exceptionnelle. Et donc, face à cette situation, il y a 3 réflexes culturels qui me semblent intéressants de relever très rapidement. Le premier, c'est la tétanie, un effet de sidération, et d'une certaine manière, la recherche de sécurité immédiate. Le deuxième, c'est le déni et la relativisation des faits. Le troisième, c'est l'accusation et la recherche de responsabilité, voire de bouc émissaire. Face à ces 3 réactions, le management interculturel, depuis longtemps, a beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à dire, nous les interculturalistes, car notre discipline est en quelque sorte un processus de compréhension de ce que Moscovici appelait la domestication de l'étrange. Ça fait bien longtemps que nous nous intéressons en fait à l'autre, à l'altérité, qui vous fait émerger en nous une étrange étrangeté. Et donc, je vous propose cette idée. La crise sanitaire que nous vivons nous oblige, et de mon point de vue, c'est très bien, à une dialectique sans synthèse. Et je crois que c'est le mouvement nécessaire pour le management interculturel. On a l'habitude, quand on pense aux cultures, aux éléments de culture, on a l'habitude de faire un arbre qui s'enracine avec le bourgeonnement de branches et de manifestations visibles. Ou alors, on utilise la figure de l'iceberg. Par rapport à ce que nous vivons, par rapport à cette situation d'ambiguïté ou d'incertain, je préfère de loin la métaphore du rhizome. Parce que face à l'inconnu, quand on fait face avec anxiété à l'inconnu, avec le rhizome, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. La culture continue. J'insiste beaucoup là-dessus. Et donc, le management interculturel est pour moi quelque chose de très utile car ça permet de mieux comprendre en quoi, en ce moment, nos modèles mentaux sont remis en cause. Alors, je vais prendre, Pamela, 3 exemples en regardant le timing. Le premier, c'est, encore quelques minutes, dans l'expérience du travail, c'est en quelque sorte la mise en suspens de l'auberge espagnole. C'est-à-dire que notre discipline a été beaucoup intéressée par ce qu'on pourrait appeler une mise en mobilité généralisée, mobilité géographique, mobilité professionnelle, mobilité familiale. Et avec la crise sanitaire et ses conséquences, on est dans une situation de suspension. Les aéroports sont vides et je voudrais tout de suite dire que du coup, la variable nationale, elle est encore intéressante, mais l'ailleurs est ici, pour reprendre une formule d'un de mes amis, Patrick Bannon. L'ailleurs est ici, c'est-à-dire qu'en fait, l'ailleurs est devenu plus proche. Et nous acceptons, et c'est à mon avis un des grands intérêts de l'interculturel, nous acceptons sur nos territoires, au travail, dans nos institutions, d'organiser une diversité de pratiques, une diversité de religions, une diversité de cultes. Et donc, là où autrefois l'autre était une réalité ethnologique lointaine, et on pouvait s'intéresser aux cultures nationales, aujourd'hui, il s'agit en fait de vivre avec quelqu'un, un collègue, un supérieur hiérarchique, qui nous invite à voir émerger en nous l'inconnu, qui nous invite à mieux nous définir, et j'insiste beaucoup là-dessus, qui nous invite à mieux nous connaître. Si vous me demandez en dernière instance ce qu'est l'interculturel à mes yeux, c'est une discipline de l'étonnement volontaire, de suspension de jugement, visant à mieux nous connaître. Deuxième, je dirais, aspect de la crise que nous vivons. Alors, je vois monter en puissance le mot d'hybride. Aujourd'hui, alors que ça s'appliquait qu'aux automobiles, le terme hybride, elle vend en poupe depuis le début de la crise sanitaire. Les formations sont hybrides, les salons sont hybrides, les événements sont hybrides, les réunions de travail sont hybrides. Ça fait bien longtemps que nous avons, nous, interculturalistes, des choses à dire sur l'hybride. D'abord, il faut se méfier de l'idée de pureté des origines. Donc, j'ai beaucoup de réticence par rapport au terme d'hybride. Mais quelqu'un qui fait des ponts, des liens et des correspondances entre les cultures, entre des référentiels de sens, eh bien, nous avons, et nous le partagerons, je pense, ce soir, nous avons des choses à dire. Troisième phénomène que j'analyse, la société avec la crise sanitaire me semble en accélération. Alors, je m'inspire bien sûr des travaux d'Armut Rosa, le sociologue allemand. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, elle est plus intense. Nous sommes dans un rapport à la fois plus séquentiel,
une réunion Zoom après l'autre, une réunion Teams après l'autre, ce rendez-vous, ce rendez-vous, ce rendez-vous. Donc, on voit un rapport au temps, d'une certaine manière, plus séquentiel. Edward T. Hall, qui nous rassemble, dirait monochronique. Et dans le même temps, et ça, le mot « est » pour moi central dans l'analyse. Quand on est en réunion comme ce soir, on a la chance, car c'est une chance, d'être avec des personnes qui sont avec nous, mais toujours avec quelqu'un d'autre en même temps. Je vous propose d'appeler cette réalité, avec les termes d'Edward T. Hall, être polychrone. C'est-à-dire que nous sommes dans une sorte d'intensification du rapport au monde, que les technologies accélèrent, où, dans le même temps, j'insiste, nous avons un rapport plus séquentiel et plus simultané. Alors ça, de ce point de vue, puisque ça fait des années et des années que nous autres, les interculturalistes, nous intéressons à cette perspective culturelle du temps, nous avons, à mon avis, des choses à dire. Dernier élément, je ne vais pas être trop long, l'enchevêtrement des sphères. Je suis frappé, et c'est un bonheur le plus souvent. Hein. Ce soir, je ferai preuve de ce que Michel Serres appelle, enfin j'essaierai, d'un optimisme de combat par rapport à la crainte de nos sociétés, fort légitime, par rapport même aux collapsologues. Le management interculturel, pour moi, c'est presque un devoir d'énergie. Il s'agit de voir les choses du bon côté. Et ce qui me frappe dans nos vies en ce moment, c'est cet enchevêtrement des sphères. C'est-à-dire que l'intime s'imbrique avec le professionnel. Quand, dans une réunion à distance, nous pouvons voir un animal de compagnie venir à l'écran. Quand certains jeunes, pas tous, considèrent qu'un collègue est très vite un ami, c'est-à-dire qu'on va partager avec lui l'intime, et un ami est quelqu'un avec qui on fait du business, on est dans ce que je vous propose d'appeler l'enchevêtrement des sphères. Nous vivons des temps d'accélération de l'enchevêtrement des sphères. Or, d'un point de vue culturel, pour un homme comme moi, ce n'est pas du tout facile. Je suis quelqu'un, et je l'ai bien compris en lisant l'anthropologue Edward T. Hall, qui vit sa vie en pelure d'oignon. Il y a l'intime, il y a le personnel, il y a le professionnel, et ensuite, il y a l'homme et la femme de la rue. Et j'ai été habitué culturellement à mettre une séparation. Je pense que la crise sanitaire, je pense que l'organisation du travail à distance, je pense que les contraintes qui pèsent sur un certain nombre d'entre nous enchevêtrent davantage les perspectives et les sphères. Il s'agit donc de le comprendre. Alors ça, ce que je dis là, Pamela, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pour une partie de la population. Et moi, j'ai toujours, depuis longtemps, un biais de perception. J'ai tendance à analyser et étudier les gens qui me ressemblent. Voilà. L'enchevêtrement des sphères, l'accélération ressentie, ça vaut pour une certaine classe sociale. Et il y a des personnes dans le même temps qui sont nos compatriotes ou qui sont nos frères et nos sœurs qui vivent très puissamment une anxiété existentielle très forte et une sorte de sentiment de vide. Je voudrais insister là-dessus, puis je vais m'arrêter dans quelques secondes, là, mais on va revenir, hein, Pamela, parce que j'ai le souci du timing, mais on va revenir, si vous souhaitez, sur ces dimensions. J'utilise beaucoup la dimension et la notion d'archipel. C'est-à-dire que je prétends que dans nos organisations, je prétends que dans nos sociétés, nous vivons un passage, mais qui n'est pas en fait un passage qui amène chaque terme à se substituer à l'autre. Ça serait paresseux. Nous vivons une métamorphose, une coexistence de la pyramide hiérarchique au réseau, du réseau à l'archipel, de la société du « ou » à la société du « et ». Et donc, j'utilise souvent cette formule. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. S'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres. C'est de mon point de vue un des horizons de notre discipline. Cette formule est attribuée à Claude Lévi-Strauss dans un entretien avec la Stampa. Et le talent, de toute évidence, n'a pas d'âge puisque ce monsieur, en fait, a livré cette sentence à 99 ans. D'un mot, peut-être en une à 2 minutes, Pamela, pour alimenter le débat et ensuite, c'est le temps de l'atelier. Quand on fait face, pour moi, aux différences, il y a 3 grandes postures. Il y a une première posture que je vous propose d'appeler monoculturelle. Je te transmets en chose et la chose, c'est moi. C'est-à-dire, je sais à l'avance ce qui est bon pour toi. Moi, l'ancien et toi, le jeune. Moi, le siège social de l'entreprise et toi, la périphérie. Moi, la capitale et toi, la province. Le verbe fort, ça serait assimiler. Je te transforme en chose et la chose, c'est moi. Il y a 2 faces à cette réalité. Il y a une face universaliste. Au bout du processus, j'ai exercé sur toi une contrainte qu'on va appeler l'éducation. Nous partagerons une commune humanité. Et puis, il y a une face impérialiste. Dans une approche monoculturelle, tu n'accéderas pas à une commune humanité. Donc, nous serons toujours dans une perspective du haut vers le bas. Deuxième posture, multiculturelle. Le verbe fort, je vous propose coexister.
Dans une posture multiculturelle, en fait, on fait la connaissance de quelque chose qui n'est pas soi-même, pour reprendre la jolie formule de Victor Ségalen. Et cet ailleurs devenu plus proche, il s'agit en fait de le domestiquer. Le verbe fort serait coexister. Alors, dans le champ du travail, par exemple, ça peut être un danger. Le marketing habite au premier étage, le merchandising au deuxième étage, et le tout est en surplomb avec la direction générale. On travaille ensemble, mais on ne se connaît pas. Derrière, si vous voulez, on pourra revenir là-dessus, il y a toujours le risque d'ethnicisation et, par exemple, de choisir des personnes qui seraient supposées de notre origine pour bien travailler avec elles. Troisième perspective, et je vais bien sûr ensuite me tourner vers les ateliers, c'est l'interculturel. Et je voudrais vous donner ça comme une très forte conviction. Il n'y a pas d'interculturel sans, et on l'a souvent oublié, lutte contre les discriminations. L'interculturel, c'est plus que l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est donner la même chose à tout le monde pour conquérir de la paix sociale et être dans le nivellement. L'interculturel, et c'est une discipline exigeante, c'est l'équité. Et je vous propose cette formule. L'équité, c'est identifier dans nos équipes et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. C'est pour ça, et je vous le dis avec mon cœur, que j'étais extrêmement sensible au tout début de ma prise de parole sur la protection des profils atypiques. Je voudrais terminer là-dessus, Pamela, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, mais je reviendrai tout à l'heure. Un de mes meilleurs amis, qui est un ami commun, s'appelle Franck Pruvot. Je vous parle de lui un tout petit temps, là, parce que je pense qu'il illustre la nécessité pour notre discipline de mettre ensemble lutte contre les discriminations, gestion de la diversité et management interculturel, ensemble. Ce soir, j'ai la grande chance d'être avec vous via Zoom, et c'est pour moi un honneur. Et je partage d'une certaine manière la ligne de votre regard. Et nous vivons une expérience simultanée. Elles ne sont pas si finalement fréquentes dans nos vies, ces expériences simultanées. Mais j'étais très sensible en début de semaine et un post sur LinkedIn de Franck Pruvot. C'est un homme magnifique qui a connu la cécité très tôt dans sa vie. Et Franck Pruvot disait simplement ceci. Il est notamment parmi ses titres de gloire, c'est un homme formidable. Il a été major d'HEC, la grande école de commerce, en étant non-voyant. Et Franck Pruvot, en fait, je partage avec lui souvent, a posté cette semaine quelque chose qui était de ceci. Il disait grande chance à ceux qui peuvent participer via Zoom ou Teams, parce que moi, en fait, de par ma situation de handicap, d'altération de mes compétences, je n'ai pas en fait trouvé de logiciel qui me permette d'entrer en relation et en réunion avec des gens qui m'appellent. Il a refusé depuis 10 jours 10 possibilités d'intervention. Il n'y a pas de management interculturel sans lutte acharnée contre les discriminations. J'ai une question, Pamela. Voilà, on fait ça. Merci, Grant. Grant, allez-y. Ah oui, vas-y. OK. Philippe, vous avez parlé de… On va se tutoyer, Grant, avec plaisir. Les anciens modèles, donc au niveau national, etc., que ce soit des modèles de Hofstede, de Champenoise, etc. Et les deux ont travaillé aussi sur des modèles de culture d'entreprise. Oui, tout à fait. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est de voir si on peut passer de l'intelligence culturelle de l'individu à l'intelligence culturelle de l'entreprise ou de l'organisation. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez travaillé un petit peu ce… Si, un petit peu. Pamela, tu es d'accord du coup pour que je réponde à Grant pendant une petite minute, ça te va? Mais tu prends le temps. On commence à avoir beaucoup de questions. Tu prends le temps que tu veux. C'est la qualité, pas la quantité. Je te remercie. Oui, en fait, il y a dans le livre que je vous offre, et donc qui est un livre très opérationnel, qui s'appelle le livre du manager, clé d'un management efficace et intégrant. Je me suis intéressé en fait en arrière-fond historique à l'évolution du capitalisme contemporain et à une sorte de passage de la pyramide hiérarchique que j'appelle le modèle du père, PERE, au modèle du père, PAIRS, qui serait pour moi un modèle d'employabilité, et à d'autres modèles. Alors, je vais vous le décrire, Grant, et te le décrire très rapidement. Philippe Diribarne, dont on n'a pas parlé et qui pour moi fait partie aussi des grandes références de la discipline, les travaux de Philippe, les travaux de Jean-Pierre Ségal, les travaux de Sylvie Chevrier m'ont été très, très utiles pour mieux me connaître. Moi, j'ai œuvré d'abord j'ai travaillé dans des entreprises, des organisations que je vous propose d'appeler le modèle de la loyauté. Et je pense qu'en ce moment, la crise sanitaire percute, métamorphose ce modèle. Dans le modèle de la loyauté, le contrat psychologique, c'est d'échanger de la sécurité de destin contre une très forte implication. C'est ça le modèle. Et donc, dans le modèle de la loyauté, on place au centre de son existence le travail et la famille. Ce sont les deux grands piliers.
Si ces piliers s'effondrent, en fait, votre vie entière s'écroule. Et donc, le plus grand risque, comme l'a souvent dit Philippe Diribarne, dans ce modèle, c'est de déchoir, c'est de tomber. Il y a peu de mécaniques qui te remettent le pied à l'étrier. Ce modèle de la loyauté, alors tu le découvriras, Grant, à la fois dans ce livre que je vous offre, mais dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. C'est un modèle en fait plutôt latin, du pourtour méditerranéen à mes yeux. C'est un modèle où les mots forts sont vocation. On a une vocation, on est utile à la société, mérite. Puis c'est un modèle en arrière-fond historique où les diverses formes de catholicisme social font qu'on ne parle pas d'argent. C'est pas noble. On est au-dessus des marchands du temple. Alors, tu ne m'as pas connu, Grant, quand j'étais en opérationnel, en DRH, mais si tu m'avais connu à l'époque, tu serais rentré dans mon bureau et tu aurais été dans nos équipes. Si tu avais voulu à cette époque parler avec moi d'argent, je t'aurais offert un gentil café et après, en fait, je t'aurais dit, t'inquiète pas, Grant, ça viendra. Ce modèle de la loyauté est un modèle où on est d'abord dans l'effort, l'abnégation, le sens du devoir, et ensuite, on obtient. Premier modèle, je vais te donner ça très, très rapidement. Deuxième modèle, on passe du PER, PERE. Alors, j'insiste pour dire aussi que dans le premier modèle, la domination masculine fait son travail, et c'est-à-dire que c'est un enjeu pour nous tous. Ceux qui dirigent sont d'abord des hommes, et les femmes accompagnent. Hein. Donc là, il y a du travail pour toute la société. Deuxième modèle, on va passer du PER, PERE au PER, PIRS. Dans le deuxième modèle, tu donnes le stylo à quelqu'un, tu lui dis « dessine-moi l'entreprise ou l'organisation ». La personne te répond « non, je n'ai pas confiance ». Je vais te dessiner ma carrière, c'est tout à fait différent. Et donc, dans le deuxième modèle, pour aller vite, c'est ton corps d'abord qui fait ta carrière. C'est une perspective sombre, mais ça m'apparaît assez juste. Les chasseurs de tête et les réseaux d'anciens. Dans toutes les organisations, à mon avis, dans lesquelles nous travaillons, dans un hôpital qui lutte contre le cancer, dans un centre de recherche mondial dans le domaine de l'agronomie, dans des collectifs humanitaires, je crois aujourd'hui qu'il y a la coexistence, c'est le terme pour moi très important de ce soir, la coexistence des formes, de ces deux grands modèles. Le modèle pyramide hiérarchique de la loyauté et le modèle de l'employabilité. Alors, j'ai appris chez Philippe Diribarne, et il m'a aidé pour ça, que le premier renvoyait plutôt au catholicisme social et à ses multiples formes, et le deuxième plutôt aux diverses formes de protestantisme. On peut parler d'argent sous le regard de Dieu. Et puis émerge, de mon point de vue, et je vais être très rapide, mais un troisième modèle d'organisation avec Eval Moutabazi, avec un certain nombre de frères, car pour moi ce sont plus que des amis. Nous l'appelons la communauté de métier. Là, c'est, tu vois, Grant, l'imaginaire de la tribu. Dans ce type de fonctionnement, on est individuel dans le collectif. Et j'y vois un des traits caractéristiques de notre société. C'est-à-dire qu'on s'intègre à un collectif humain qu'à la condition, très tôt, très vite, de singulariser son apport. Je travaille avec toi, mais premier point, je veux manger le dessert en premier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attendre toute une vie entière pour obtenir. Premier point. Deuxième point, je veux, de façon très forte, très passionnée, pouvoir très tôt, très vite, singulariser ma présence. Et c'est pour ça que je te propose, Grant, de dire qu'on est individuel dans le collectif. C'est ce que Michel Serres appelle être polytribal. Dans la communauté de métier, je vais vous le dire de façon très rapide, c'est le fait d'être identifié comme un talent. Et un talent, pour moi, c'est d'abord quelqu'un de différent. C'est pour ça que ce mot, pour moi, a beaucoup de force en management interculturel. Il nous questionne dans notre propre étrangeté. Il me percute. C'est quelqu'un qui, par son questionnement, me touche à l'essentiel. C'est ça, un talent. Puis ensuite, c'est quelqu'un qui n'est pas un éternel espoir. Sinon, ce n'est pas quelqu'un d'utile. C'est quelqu'un qui est contributeur. Et troisième caractéristique, ce n'est pas une petite star. C'est quelqu'un qui est généreux. Et être généreux, c'est se situer dans ce qu'on a tout à l'heure un peu partagé. C'est l'énergigramme qui s'opposerait à l'organigramme et aux définitions formelles. Le management interculturel, c'est l'identification des réseaux informels sur lesquels nous appuyons aussi notre action. Nous sommes aussi utiles à ça. Ça, c'est le troisième modèle, la communauté de métier. Dans ce troisième, peut-être société d'avocats, tu vois, grande société d'architectes, réseau de chercheurs, on va être dans une sorte de vocation, mais qui dépasse le cadre national. On est utile à la société tout entière. Et là, dans cette communauté de métier, on est salarié, entrepreneur et actionnaire. C'est une autre caractéristique. Quatrième modèle, et je vais le dire de façon la plus rapide possible, car tu sens l'enthousiasme qui est le mien, l'entreprise plateforme. L'entreprise plateforme, c'est très simple. Ce soir-là, puisque nous sommes un certain nombre à résider dans des grandes villes, dans le couvre-feu, nous aurons certainement un balai de jeunes, notamment des jeunes qui sont à vélo et qui participent pleinement à ce modèle, l'entreprise plateforme. C'est-à-dire, et je vais essayer d'être le plus neutre possible,
une succession de contrats courts et un logiciel de mise en relation. Là encore, le management interculturel a beaucoup à dire pour décoder et décrypter ce qui s'y passe. 5e modèle, l'entreprise archipel. Dans l'entreprise archipel, dès le départ, en fait, tu sais que tu seras expert comptable lundi, mardi, mercredi, et tu dis d'ailleurs à la personne qui t'accueille, vous pouvez compter sur moi à 110%. Mais le jeudi, enchevêtrement des sphères, pour répondre aussi à la question qui m'est posée, je fais rentrer dans l'entretien de recrutement ce qui est pour moi une passion. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en séparation, en cloisonnement, c'est en écart, en tension significative. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Et donc, le jeune expert comptable de 28 ans dit à l'ancien, le jeudi, vous ne le savez pas, monsieur, mais je fais de la sculpture. J'ai développé des petites vidéos et je forme et je sensibilise une partie de la jeunesse à ce qui pour moi est essentiel, l'art. Le vendredi, je distribue des repas dans une association car, dit le jeune expert comptable à l'ancien, il s'agit de donner un sens à son existence. Je nous propose là de voir émerger en fait un 5e modèle. Et c'est un modèle sur lequel le management interculturel a beaucoup à dire, car il métamorphose notre rapport culturel au temps, à l'espace physique et symbolique et à l'autorité. C'est ça que je voudrais vous dire en quelques mots. De mon point de vue, et je serai fidèle à ce que j'essaye de tenir ce soir, il y a coexistence des formes. Et pour juste terminer cette réponse, Grant, le management de la diversité, ça sera d'abord demain la diversité de nos propres postures managériales. C'est pour ça que nous devons commencer notre travail de consultant en interculturel sur la montée en compétence du premier niveau d'encadrement. Ce renouveau des modèles mentaux, cette situation où on questionne, on se questionne, mais surtout on se laisse questionner, l'étonnement volontaire, le point de départ de toute démarche, de mon point de vue, passe par du premier niveau d'encadrement. Voilà, Grant, j'ai essayé de te répondre le plus rapidement possible sur cette coexistence des formes qui nous invite aussi à penser à l'évolution tout court du capitalisme contemporain. On passe de la pyramide au réseau, du réseau à l'archipel. Attention, ça serait une pensée paresseuse de penser par succession. Je préfère penser par rhizome. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et donc, nous avons comme défi de faire face à des gens, si on s'y prend bien, qui sont dans leur référentiel de sens, de plus en plus étonnants, parce qu'ils nous percutent de plus en plus puissamment sur ce qui est pour nous une évidence invisible, hein, pour reprendre les mots d'une grande figure de la discipline. Merci Philippe. Bonsoir. On a une question dans le groupe sur le risque potentiel de vouloir aborder la question de l'interculturalité sous l'angle que l'on préfère. Habitant aux États-Unis et travaillant dans le système Big Corp, il est très clair que en fait on est en train de s'engager dans la diversité et inclusion sous uniquement l'angle qui est intéressant pour eux en ce moment, qui est people of color, les gens de couleur, préférences sexuelles et bien sûr, voilà. Oui. Et donc le risque du coup en accélérant dans un domaine d'exclure tout le reste. Bien sûr. C'est un. Et c'est lié à une deuxième question, une évolution de la perméabilité de l'entreprise et ce qui était potentiellement un lieu un peu sacré où on ne discutait pas ni de sociétal ni de politique devient maintenant un lieu dans lequel on discute sociétal et politique, et résultat des courses, ça radicalise. Tout à fait. Et quels sont les dangers par rapport justement à cette envie d'accepter l'autre? Ouais, ce que tu exprimes, Claire, au nom du groupe, pour moi, fait vraiment sens. Renaud Saint-Saulieu, dans les années 90, avait publié un ouvrage collectif qui s'appelait L'entreprise, une affaire de société, dans lequel Philippe Diribarne avait notamment contribué, montrant en fait qu'il n'y a aucun acte de gestion qui n'est pas situé culturellement. Et donc ça, c'est la première des préconisations. Tel retard est injurieux ici. Je suis arrivé les premiers jours en Afrique noire, on m'a dit arrête de courir. Ici, on a le temps, vous avez les montres, en jouant sur cet effet de connivence culturelle. La question, alors, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible, avec des convictions. C'est l'heure des convictions, il est 19h13. Pour moi, la diversité est un concept flou, abstrait, polysémique et dangereux. Vous voyez, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Qu'est-ce que c'est que la diversité? C'est le caractère pluriel de nos existences. Or, nous sommes divers, nous sommes pluriels depuis le premier jour de nos existences jusqu'à trépas. La diversité n'est donc pas, à mes yeux, un idéal. C'est un état de fait. Ce qui est un idéal, à mes yeux, c'est
la capacité d'intégrer des personnes qui ne nous ressemblent pas tout à fait, et tout est dans le tout à fait. L'interculturel, c'est la dimension du peut-être, du passage. Et donc, tu comprends, Claire, que pour moi, quand une entreprise s'engage dans une démarche dite de gestion de diversité, elle risque en fait de mettre en mouvement des catégories, des tableaux de bord, des critères de mesure qui sont pensés hors sol. Le management interculturel est utile s'il est dans cette reconnaissance des formes. Et donc la gestion de diversité, et là c'est pas tellement l'homme épris de recherche qui répondrait, c'est celui qui a été au terrain comme DRH pendant près de 20 ans et qui était dans l'obligation de rendre compte. La diversité rend compte. Le management interculturel, c'est plus que tolérer, c'est reconnaître. Et ça, vous retrouverez cet élan dans l'intervention de Michel Soquet. Pour moi, en fait, il s'agit de faire plus que tolérer, il s'agit de reconnaître. Je n'arriverai jamais, en fait, à te transformer en ce que je suis. Ça serait une posture monoculturelle. Je ne souhaite pas vivre côte à côte sans véritablement te connaître. On serait dans du multiculturel. Non. À ton contact, je vais changer en échangeant sans me perdre ni me dénaturer. C'est une formule que je trouve très belle d'Édouard Glissant. Le management interculturel, ce n'est pas une pensée du tableau de bord. Le management interculturel, c'est une pensée de la relation. On ne devient plus proche en s'approchant, comme le disait Paul Ricoeur. On devient plus proche en s'approchant. Le management interculturel, c'est aussi une discipline qui va contester le pouvoir des puissants quand ce pouvoir est illégitime. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup ce soir avec force, énergie, sur la lutte contre les discriminations. On n'a pas besoin de gestion de diversité. On a besoin de respecter la loi, et si tu respectes la loi, tu vas intégrer des différences avec des personnes qui sont étonnantes et qui ne nous ressemblent pas. Claire, tu vois, je te le dis avec force, avec passion, hein, et d'ailleurs, j'ai prévu de vous offrir, avec Pamela et Grazia, je vous offre un livre que nous avons fait avec Eval Moutabazi il y a quelques temps qui s'appelle « Les discriminations ». Je me méfie beaucoup des entreprises qui se dédouanent ou des dirigeants qui se dédouanent une fois qu'ils ont rempli du tableau de bord et qu'ils ont montré qu'on était pluriel. Mais est-ce que ça n'est pas justement quelque chose que tu vois sur… Moi, je le vois aux États-Unis. C'est ce que je vois. J'y vois un énorme risque, en fait, à dire oui, oui, on est en train de le faire, alors qu'en réalité, c'est pas… Non seulement on ne le fait pas, mais en plus, on ne va pas s'immerger dans des situations d'étonnement volontaire. La gestion de la diversité, j'insiste, on va avoir tendance à remplir du tableau de bord et à rendre compte. L'interculturel, c'est quoi? C'est cerner des écarts, et l'anagramme d'écart, c'est trace, c'est faire des traces. Ça veut dire quoi? Je vais être très rapide. Dans le management interculturel, il y a une perspective qui est polémique, qui est abrasive, pour reprendre la superbe expression de Denis Christol d'hier soir dans un webinaire organisé par Nora Sanchez. C'était magnifique aussi. Abrasif, ça veut dire quoi, abrasif? C'est toute la filiation intellectuelle de Michel Crozier et d'Erhard Friedberg. Quand on observe une entreprise, quand on veut être utile, il s'agit d'abord de tracer des écarts entre 3 niveaux. Ce qu'une entreprise affiche, une association affiche, c'est-à-dire tout le monde l'écrit, personne n'y croit. Je vous propose de l'appeler le prescrit. Tout le monde l'écrit, personne n'y croit. Le discours affiché, il est utile. Il est utile pour donner un horizon, pour fixer un cap et un cadre. Mais attention, dans l'épaisseur du réel, dans la vraie vie, il y a toujours un écart entre ce qu'on affiche et ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il s'agit de mettre en œuvre une sociologie pratique. C'est-à-dire d'être dans un temps long de l'observation pour voir les écarts entre ce qu'on affiche et ce qu'on fait. Troisième dimension, la plus importante. Le management interculturel, c'est volontairement créer un espace de parole pour s'entendre dire quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Je vous propose cette formule de Christian Monjou. Volontairement créer un espace de parole pour entendre dire quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Voyez en quoi ça résonne dans la crise sanitaire mondiale. Les puissants doivent être capables de créer des environnements apprenants, c'est-à-dire d'être capables de s'entourer de gens qui ont le courage de leur dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre et ensuite de faire relais. Voilà, Claire, je te réponds aussi comme ça avec les outils en quelque sorte de la sociologie de l'entreprise. Hein. Toujours des écarts entre ce qu'on affiche, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Pour être un tout petit peu plus clair, et Pamela, je m'arrête, quand 2 entreprises se rapprochent, dans tous les pays du monde, j'entends dire, partout où je me baladais, synergie, performance. On vit fusion, acquisition, alliance ou joint venture. Dans tous les pays du monde, synergie, performance. Je vous propose d'appeler ça avec moi le prescrit. Ensuite, le niveau du réel, il y a 2 personnes pour un poste. Il y a donc toujours des écarts entre le niveau 1 et le niveau 2. Demain, en fait, les managers que l'on accompagnera, les partenaires sociaux qu'on accompagnera, seront des gens très sensibles à pourquoi je n'ai pas été choisi, moi, alors qu'il y avait 2 personnes pour un poste.
Je te propose, Claire, et je vous propose à toutes et à tous de l'appeler le ressenti et le vécu. Le management interculturel, de mon point de vue, c'est une discipline de la création d'espaces apprenants dans lequel on s'étonne volontairement. Questionner l'autre, se questionner, c'est ce que nous faisons très rapidement ce soir ensemble, et merci encore, se laisser questionner. Nous avons de plus en plus besoin de cette posture critique réflexive sur nos propres engagements et nos propres existences pour, d'une certaine manière, toucher du doigt cet étonnement volontaire. Tu partages, Claire, cet horizon qui est un horizon d'engagement, hein. Moi, je crois beaucoup à la perspective idéaliste, hein, du management interculturel, à bas les tièdes, hein, et pour lutter contre, justement, que j'appelle les collapsologues. Hein. C'est-à-dire que j'y crois tellement que j'ai essayé de l'intérieur, mais je me suis fait virer. Toujours. Au début, tu te feras toujours sortir. Pourquoi? Parce que tu étais peut-être un talent, et un talent renvoie les autres à leur incompétence consciente. Un talent cristallise, mais oui, un talent cristallise sur lui en fait les énergies de ceux qui ressemblent au chef, qui mangent comme le chef, qui s'habillent comme le chef et qui pensent faire du covoiturage avec le chef. Ça, notre discipline, à mon avis, ne l'a pas assez intégré. Le management interculturel, c'est la protection des profils atypiques, c'est l'équité. C'est donc la contestation de ceux qui sont puissants pour de mauvaises raisons. Je suis certain que tu sauras vivre une vie d'archipel, Claire, et que tu sauras faire des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Donc, Philippe, on a deux choix. Il y a encore plusieurs questions. Mais bien sûr, on prend les questions, on est dans la conversation, on tricote. Très bien. Donc, il y a une question de Sabine. Avec plaisir. Sabine, où es-tu? Berlocher, je suis désolée. Elle va nous dire. Où es-tu, Sabine? Moi, c'était quelque chose de très, très simple et de très basique. En fait, je ne savais pas ce que c'est qu'un rhizome, donc je ne comprenais pas la métaphore. Et dans notre groupe, quand j'ai demandé aux personnes dans le groupe, elles ne savaient pas non plus. Ah donc, oui. c'est clair que voilà, je ne comprenais pas l'histoire de rhizome. Alors, le rhizome, en fait, c'est une image qu'avec Pierre-Robert Chloé, avec qui j'ai eu le bonheur d'écrire plusieurs ouvrages, notamment L'homme mondialisé, identité en archipel de manager mobile, qui est un de nos ouvrages. Tiens, puisqu'on est bien ensemble, je vais vous l'offrir aussi en demandant à Pierre-Robert l'autorisation. Et en fait, on s'est inspiré de la philosophie et notamment de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, qui nous ont amenés à travers leur ouvrage 1000 plateaux. Hein. Tu vois, Sabine, si tu veux puiser aux bonnes sources, c'est la philosophie donc de on va dire, la philosophie qui amène à passer de l'addition à la multiplication et qui s'intéresse en fait à ces univers dans lesquels on est en réseau de réseaux. Et donc, le rhizome, c'est pour moi une bonne façon de définir la culture. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça se métamorphose en continu, comme nous le vivons avec la crise sanitaire. Et on est non seulement en suspension de jugement, non seulement en distanciation du regard, mais à mesure que l'on agit, nos propres catégories se métamorphosent. Un peu comme quelqu'un qui serait, comme tout à l'heure, entre deux pays, entre deux régions, entre deux grands systèmes de valeurs qui amèneraient à un moment donné de la contradiction, voire de la contrariété. C'est le monde des racines souterraines. C'est plus clair, Sabine, comme ça? Oui, parfait. Désolée, je m'étais mis sur mute. Merci. OK, merci. Il faut lire Gilles Deleuze. Hein. Aux États-Unis, dans les grandes universités, des gens comme Jacques Derrida, comme Gilles Deleuze, comme Jean Baudrillard, nous permettent de penser ce rapport individuel dans le collectif. La montée en puissance des tribus dans notre société. Notamment aussi, je vais vous dire ça rapidement, le renversement de la présomption de compétence. Je voudrais vous dire ça. À l'occasion de la crise sanitaire, ce que j'observe, moi, c'est que ceux qui sont supposés savoir, il y en a profusion, sont sans cesse questionnés sur ce qu'ils savent par ceux qui apprennent. Je vous propose d'appeler ça avec moi le renversement de la présomption de compétence. Ceux qui savent sont sans cesse, et parfois même au risque d'être portés devant les tribunaux, hein, questionnés sur ce qu'ils savent par ceux qui apprennent. Je vous propose de l'appeler le renversement de la présomption de compétence. Le management interculturel a beaucoup à dire sur cette remise en cause de la centralité, de l'autorité et du travail dans nos vies. C'est ça aujourd'hui qui peut être utile à un patron de PME qui s'interroge sur la crise supposée de l'autorité, à quelqu'un qui dirige des équipes de plus en plus plurielles et qui n'arrive plus à créer un socle culturel commun avec des gens qui de plus en plus discutent des principes. C'est aussi une autre définition de l'interculturel. Créer un socle culturel commun avec des gens à côté de nous, et c'est tout à fait logique, eh bien, qui vont de plus en plus discuter des principes. Parce que dans le creux de la main, ils ont un téléphone qui est un ordinateur dans lequel ils ont de l'information disponible. Et ils vont vouloir co-construire en permanence pour donner leur avis.
C'est ça hein, qu'on est en train, à mon avis, d'observer dans la société qui va. Et nous avons fait ce travail en interculturel depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et on a énormément de choses à dire là-dessus. Je vais vous faire ce cadeau. Je vais demander l'autorisation à Pierre Robert et je vais vous offrir ce 4e livre, L'homme mondialisé, identité en archipel de manager mobile. Tu vas retrouver, Sabine, beaucoup d'inspiration philosophique là-dessus. Philippe, une dernière question pour terminer, peut-être? Parce qu'il y en a beaucoup. Donc, Dominique Rey, si vous voulez prendre la parole. Voilà, le micro. Voilà. Alors, la question, on parlait de l'Afrique et la question qui est venue, c'est la question de comment faire en management interculturel pour des gens qui ont des doubles cultures. Par exemple, dans l'Afrique francophone, il y a beaucoup de gens qui effectivement sont dans ce cas-là. Et comment, voilà, quelles questions ça pose et surtout comment faire? Oui, c'est une magnifique question. Alors d'abord, mon réflexe, c'est de vous orienter vers, à mon avis, les 2 personnes qui, sur cette question, pourraient être les plus intéressantes. Benoît. La première, c'est un vieux réflexe hein, pour moi. La première, c'est Eval Mutabazi, qui a partagé sa vie entre le Rwanda et la France, et j'ai eu le grand bonheur de le connaître jeune et de partager avec lui. Le deuxième, non, je vous en donne 3 d'ailleurs. Le deuxième, c'est quelqu'un qui est ce soir avec nous, là, et qui s'appelle Mohamed Ben Guerna, qui est une très grande figure de la sociologie en Algérie. Et j'ai la chance, je crois, d'être son ami. Et Mohamed a travaillé sur des trajectoires de personnes qui ne sont pas tout à fait d'ici, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Dominique, leur couleur de peau, leur patronyme, leur accent, vont les amener en quelque sorte à paraître étranges. Et puis, quand ils reviennent dans ce qui a pu constituer leur pays d'accueil, eh bien, ils vont vivre une deuxième forme d'étrangeté. Et donc, Mohamed Ben Guerna a beaucoup produit des choses sur la trajectoire des ingénieurs à travers le monde. Et la 3e personne, c'est Emmanuel Kandem. Je ne sais pas si les uns les autres, vous avez eu dans les mains, en fait, les travaux de ce grand sociologue camerounais sur le rapport culturel au temps. Juste un mot sur comment on peut aider quelqu'un qui vit, en quelque sorte, soit une expérience où c'est un fracassé de la vie, soit tout simplement, c'est quelqu'un qui veut subjectivement revendiquer une appartenance, mais le milieu d'accueil ne lui accorde pas socialement. Je revendique subjectivement, mais je n'ai pas la chance que le milieu m'accueille et me donne quoi? Des signes de reconnaissance, car notre réflexion, c'est d'abord ça. L'interculturel, c'est d'abord une réflexion sur l'éducation de l'audace et les signes de reconnaissance qu'un milieu d'accueil offre à la personne qui les réclame. Et donc, d'un mot, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais je crois, moi, qu'il convient de lui faire rencontrer quelqu'un qu'il n'aurait pas rencontré seul. Je crois beaucoup à ça. C'est ce qu'on va appeler en management une femme ou un homme ressource. Nous sommes en interculturel, si les choses vont bien, des aimants opportunités, pour reprendre la jolie formule de Michel Serres, des aimants opportunités. C'est-à-dire que si on veut, de façon opérationnelle, aider quelqu'un dans sa trajectoire de vie, avec beaucoup de questionnements sur lui-même et son parcours, il s'agit de faire rencontrer à cette personne quelqu'un qu'elle n'aurait pas rencontré seule. Ça s'appelle un homme ou une femme ressource. Et me vient à l'esprit un film que j'ai toujours beaucoup aimé. C'est un film qui s'appelle Billy Elliot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'est un jeune danseur, adolescent, et quand il danse dans la rue de cette banlieue ouvrière, il est différent. Et puis quand il exprime ce qu'il exprime, il est excellent techniquement. Et il est généreux. Il a les 3 caractéristiques d'un talent. Et dans ce film-là, tu vois, Pamela, il y a quelqu'un qui inverse le stigmate, renverse son destin, l'amène à ce que Norbert Alter appelle, Norbert Alter, grand sociologue de l'innovation, il faut le lire à travers son livre « Itinéraire de patrons atypiques ». Je ne connais pas de meilleur ouvrage, Dominique, à mettre dans les mains de cette jeune personne africaine. « Itinéraire de patrons atypiques ». Le livre s'appelle « La force de la différence ». Et tout d'un coup, en fait, la prof de danse va voir le père de Billy Elliot. Billy Elliot, son père, c'est un homme bien, mais il n'a pas les ressources pour agir. Le management interculturel est une réflexion sur le pouvoir en action, sur les ressources qu'on confère à quelqu'un pour devenir capacitant. Et il dit, cette prof de danse dit à son père, votre fils a quelque chose que les autres ne voient pas. Vous devriez en fait accepter qu'il aille dans une école de danse à Londres. Ça, c'est ce que je te propose d'appeler, Dominique, une femme ou un homme ressource. C'est cet archipel de relations qu'un consultant en interculturel doit donner à voir. Là, vous retrouverez dans mon livre un chapitre entier sur cette dimension du sociogramme et des réseaux informels qui permettent à quelqu'un d'être plus qu'un aimant opportunité, plus qu'un carnet d'adresses sur pattes. Nous sommes demain des facilitateurs de réseaux, si nous savons être utiles,
et nous sommes des agrégateurs de réseaux de réseaux. Alors ça nous emmènerait, Pamela, vers un autre horizon. Et ce soir, je pense malheureusement, mais moi je suis avec vous jusqu'à 21h, hein, si vous voulez. Hein. Mais ça nous amènerait en fait vers un des horizons du management interculturel, qui est la réflexion sur les organisations apprenantes. Ouais. La lutte contre les discriminations, c'est ce par quoi tout commence, et tout doit commencer. Le respect du code du travail en tout pays. Deuxième niveau, la gestion des équipes diversifiées. Très bien. Pour lutter contre des mécanismes d'autocensure à l'œuvre, où le minoritaire s'estime toujours lésé par le majoritaire. Il a raison. Troisième niveau, l'interculturel, c'est-à-dire mieux comprendre les catégories culturelles qui président à nos actions, les bonnes raisons d'agir de l'acteur. On est d'accord. Le quatrième niveau, c'est l'organisation apprenante. Et le fil, là, c'est le fil de l'altérité. Je crois qu'un consultant en organisation interculturelle est utile s'il met ensemble ces niveaux. S'il arrive en fait à créer un métier à tisser, mais je vais prendre une formule que j'adore, de René Depestre. Un consultant en interculturel, c'est quelqu'un qui propose des métiers à métisser. Des métiers à métisser. Il ne se contente pas de la gestion de la diversité. Il trace des écarts avec force. Il propose des solutions opérationnelles et il reste longtemps après pour, avec ceux qu'il a conseillés, observer en fait les conséquences de ses actes. Tu vois, Pamela, ça nous amènerait aussi, même si nous ne le ferons pas ce soir, à mettre ensemble management interculturel et, dans le champ des organisations apprenantes, par exemple, l'ouvrage de Peter Senge, Les 5 disciplines. Je ne sais pas si tu connais cet ouvrage, mais c'est quelque chose qui, en ce moment même, m'anime énormément. Demain, vous allez aider des hôpitaux qui sont en 3 régions d'un pays à transmettre tour de main, bonne pratique et coup d'œil, à capitaliser leur expérience. Vous allez aider des associations de par le monde à franchir des frontières nationales pour capitaliser les savoirs. Vous allez créer, si vous êtes en entreprise privée, des universités d'entreprise. Ça, c'est le 4e niveau. Hein, je vous propose de l'appeler le niveau des organisations apprenantes. Philippe, je vous pose une question avec tous les livres que tu as cités. Est-ce que tu peux éventuellement, dans le dossier que les gens... Bien sûr, on va partager une bibliographie avec tous les ouvrages mentionnés. Il y a un autre truc, je verrai après. Donc, on est à 19h30. Je veux aussi respecter le temps des autres. On a un petit poll de satisfaction à lancer à la fin, mais il y a plein d'autres questions. Donc, moi, je peux rester avec vous jusqu'à 21h. Ben, est-ce que je peux lancer le poll pour ceux qui veulent partir à 19h30 et on continue pour ceux qui veulent rester? Oui, on va respecter le timing. Je suis très fier, Pamela, qu'un Français comme moi ait respecté à peu près mon timing. C'est extraordinaire. Tout à fait d'accord. Mais comme j'ai dit au départ, tu as tellement de choses très intéressantes à raconter, à partager et une générosité très merci beaucoup. On a la chance, vraiment. Déjà de la part de CIETAR, je te remercie, si j'ai le droit, Grant, Benoît, Grazia, qui sont sur le board, pas moi, et aussi à titre personnel. C'était vraiment aussi un plaisir pour moi de monter ça ce soir avec toi. Je suis là. Merci beaucoup. Du coup, c'est un peu lié à ce que vous venez de dire, Philippe, oui, Isabelle. Oui, par rapport à l'observation que vous avez faite justement que on organise notre vie de manière plus séquentielle avec ce Covid, en passant de rencontre virtuelle en rencontre virtuelle. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, l'observation que vous faisiez de… On se tutoie, Isabelle, hein, si ça te convient. Oui, l'observation que tu faisais de cette possibilité qu'on a d'être entre deux mondes, être avec à la fois sa famille et d'autres personnes. Mais j'ai pas… Est-ce qu'on peut développer ça, en fait? Parce que je trouve que c'est très intéressant comme observation, mais quelles sont les conséquences de ça, selon toi? Sur notre société, enfin, ce que ça dit sur notre modèle sociétal, son évolution, enfin… les conséquences en général. Bon, à 19h34, on est entre nous, là, on peut se lâcher. Hein. Alors, on va appeler ça la manipulation situationnelle de l'ethnicité. Manipulation situationnelle de l'ethnicité. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que quand une personne, aux yeux des autres, apparaît étrange, et même quand on court le risque de la mettre de côté, quand on court le risque de lui dire qu'elle n'est pas tout à fait comme nous, sous-entendu, elle n'est pas de notre commune humanité, on est dans une situation que je baptise multiculturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on se confronte à une incapacité à être accueilli. Face à cette situation, dans le prolongement de la psychologie culturelle et donc de grands auteurs comme Carmel Camilleri,
Je vous invite tous et toutes à vous procurer l'ouvrage « Stratégie identitaire » de Carmel Camilleri. J'ai essayé, toujours en équipe, de développer ce que j'ai appelé avec d'autres des stratégies d'identité. Comment quelqu'un qui est dans l'interstice, le tiraillement, la dissonance, parvient à être dans les racines et les ailes et trouver une forme d'ancrage. Et donc, tu trouveras, Isabelle, et il faudrait que je trouve le moyen de vous l'offrir à toutes et à tous, des travaux que j'ai pu faire, mais où j'ai essayé de comprendre en fait 5 manières d'être étranger à l'étranger et de jouer un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est jamais libre de véritablement mettre en avant un certain nombre d'éléments de sa culture. Un vêtement, un symbole ou un signe religieux que l'on va arborer à tel moment, une coiffure, une connivence dans la conversation avec le choix de quelqu'un que l'on s'est connu par quelqu'un d'autre. Je nomme ça avec d'autres la manipulation en situation de son ethnicité. Et ça, ce n'est pas une question, tu vois, de culture fixe en bloc. Ce n'est même pas une question d'identité culturelle. Je n'ai jamais cru à ces catégories. Je crois beaucoup plus à quelqu'un qui, à un moment donné, dans la situation, va faire écho d'éléments à ses yeux conscients de sa culture pour parvenir à saisir du pouvoir en entreprise. Et c'est ça que les consultants en interculturel doivent aussi travailler. Comment on joue à être étranger pour conquérir du pouvoir en organisation? Comment éventuellement on lutte en ce moment contre l'ethnicisation, c'est-à-dire comment quelqu'un de mon origine crée chez moi une forme de présomption de compétence, Isabelle, et je vais systématiquement lui donner le droit dans le recrutement. Notre société dont tu as parlé est une société éminemment fragmentée. Pour beaucoup de nos jeunes, 10 km, c'est un horizon qu'ils ne font que 2 à 3 fois dans leur vie ou dans l'année. C'est tout sauf l'auberge espagnole, notre société. Ça, c'est l'apanage de quelques personnes bien nées. Et j'ai toujours tendance à plutôt d'abord les regarder. Et donc, Isabelle, je te réponds très vite, j'ai essayé de réfléchir avec d'autres à 5 ou 6 manières d'être étranger à l'étranger. Il y a d'abord les conservateurs. Ceux-là vont essayer, dans le pays qui les accueille, de préserver en fait tout ce qui peut contribuer pour eux à une sorte de pôle ontologique, c'est-à-dire de sécurité. Et donc, on va pas manger comme le pays que l'on rejoint. Non, non. On va à la maison essayer de préserver l'éducation des enfants, le statut marital qui est le nôtre. Ceux-là, je les ai appelés des conservateurs. Ce sont en général des gens qui ne font pas carrière en organisation, parce que leur espoir, c'est de revenir dans le pays d'origine. À l'autre bout, tu as ceux qu'on a appelés les convertis. Ils ne le prenaient pas au sens religieux, prenez-le au sens d'une réécriture personnelle, d'une sorte de honte de soi, dans laquelle la personne veut en tout point correspondre en fait aux catégories du milieu d'accueil. On change de nom, on peut se convertir religieusement, on va changer de statut matrimonial. Tu vois, Isabelle, cette deuxième stratégie identitaire, puis j'en donnerai juste une troisième très rapidement, les transnationaux. Les transnationaux se situent pour moi un peu dans le prolongement des héritiers. Ils sont bien nés. Très tôt, très vite, ils ont parlé plusieurs langues, parce que le milieu d'éducation qui était le leur a considéré la langue comme une instance de pouvoir ensuite, plus tard. Quand ils ont fait des études, ces transnationaux, les ont fait dans des case studies, ils ont diversifié les rôles tenus. Ce sont des gens qui ont l'apprentissage d'un écart entre la personne qu'on est et le rôle qu'on tient. Et ça, c'est évidemment une instance de pouvoir très forte dans le champ de nos organisations. Les transnationaux croient qu'en tout pays, il s'agit d'évaluer la performance sur des critères intemporels. Et donc, ils vont te dire, en fait, nous sommes citoyens du monde et on est capable de faire émerger dans l'organisation les mêmes méthodes de recrutement, les mêmes méthodes d'évaluation. Ceux-là, tu vois, Isabelle, je les ai appelés des transnationaux. Et alors, le suspense va être insoutenable parce que j'ai défini 2 autres stratégies identitaires et je vais m'arranger, en fait, pour t'offrir un article pour prolonger ces travaux-là. Ça me fait plaisir d'en parler car c'était il y a 20 ans. Et depuis, je me suis beaucoup plus intéressé aux organisations, à leur transformation. Mais pour moi, en fait, quand on analyse l'interculturel, il y a l'individu, il y a son soubassement psychique, il y a la dimension de l'équipe, il y a l'organisation, il y a l'institution, il y a la société, et ensuite, il y a, on va dire, la société mondialisée. Et chacune des échelles de l'observation compte. C'est pour ça que cette discipline est magnifique. Mais en même temps, moi, elle me donne souvent le vertige. C'est-à-dire qu'il s'agirait de mettre des liens et des correspondances entre ces différents niveaux de l'échelle d'observation. Patricia Lane. Patricia, merci beaucoup. À toi. Ouvrez le micro, Patricia, la parole est à vous. Ça y est, j'ai démuté. Je voulais revenir un petit peu sur vos 3 réflexes culturels concernant la crise sanitaire de tétanie, déni et recherche de bouc émissaire.
Ce qui me fascine et qui m'effraie dans la manière dont cette crise est gérée, discutée, évoquée, sont toutes ces théories de complotisme et la manière dont différents pays réagissent, notamment en France, par une répression, si on peut utiliser le terme, de plus en plus forte. Et je trouve que, je ne sais pas si vous l'avez vu, Natalia Polony a fait une petite vidéo sur Marianne TV, justement, après le documentaire Hold Up. Vous devriez aller le voir, où elle décortique justement qu'une des raisons principales pour lesquelles ces théories complotistes ont gain de cause et arrivent à recevoir autant d'adhésion, c'est parce qu'on est dans l'impossibilité actuelle, notamment en France, de vraiment poser les bonnes questions. Oui. Et je ne sais pas où ça se situe dans vos 3 réflexes culturels, mais je voulais un petit peu explorer ça parce que ça vient largement d'autres pays. Oui, ça a été pris QAnon a plus d'influence maintenant en France qu'aux États-Unis. C'est en train de faiblir aux États-Unis. Pourquoi ça prend du feu de Dieu en France? J'en sais rien. Après avoir passé quasiment toute ma vie dans des grandes métropoles internationales, je suis dans un petit bled en Savoie, où avec que des locaux, où je fais un petit peu figure de ubu. Et c'est très intéressant d'avoir des discussions avec eux, parce qu'il y a vraiment les 2 extrêmes, ceux qui croient dur comme fer aux théories du complotiste et ceux qui ont 100% confiance dans le gouvernement et la dangerosité du Covid et qui vivent totalement en autarcie. Et il n'y a pas d'entre-deux. Exactement. Et il n'y a pas de discussion entre ces 2 perspectives extrêmes. Oui, je ressens comme toi. En t'écoutant, là, j'ai repris une citation que j'aime beaucoup. Je vous la propose à toutes et à tous. C'est une citation de Mark Twain. Cette citation, c'est celle-ci. « Le danger n'est pas dans ce que l'on ignore, mais dans ce que l'on croit certain et qui, justement, ne l'est pas. » Ça m'apparaît tout à fait en lien avec les moyens, par exemple, qu'on a trouvés pour faire face à la crise sanitaire, alors qu'on pouvait peut-être aussi les trouver pour réinventer le capitalisme. Je redonne cette citation, moi, elle me plaît beaucoup. Le danger n'est pas dans ce que l'on ignore, mais dans ce que l'on croit certain et qui, justement, ne l'est pas. Alors, le management interculturel, pour moi, c'est d'abord peut-être, et ça, Michel Soquet en dira beaucoup plus que moi là-dessus bientôt, c'est l'art de poser une question. Et je reviens, si tu veux. Quel est ton prénom? Patricia. En interculturel, on est très sensible à ce triptyque. Questionner l'autre. Plus on est inquiet, plus la société est anxieuse, moins on a de capacité à questionner vraiment les autres. Qu'est-ce que c'est pour moi questionner l'autre? Et notamment, tu vois, je vais prendre l'angle du management ce soir. C'est, si on est manager intégrant des différences, alléger le travail de ses équipes. Deuxième idée, ralentir le travail de ses équipes. Plus on est inquiet et plus on a tendance à vouloir trouver dans des tableaux de bord, des critères de mesure, des indicateurs de progrès, un outil. Deuxième perspective, se questionner. Et moi, c'est pour ça, tu vois, Patricia, j'ai insisté tout à l'heure sur une organisation se transforme. Moi, mon champ, c'est celui du travail, hein, je reste sur ce champ-là. Une organisation se transforme si tu aides le premier niveau d'encadrement à se questionner, c'est-à-dire à adopter une pratique réflexive. En lui donnant quoi? Pas des outils de gestion, non. En lui donnant en fait la vision de la boîte à outils, mais plus encore, le sens du bricolage. L'outil, la boîte à outils, le sens du bricolage. Le management interculturel, c'est une discipline qui fait des ponts, des liens et des correspondances entre des modèles. Et il n'y a aucun modèle qui corresponde en tout point à la réalité. C'est ce que disait souvent Gert Hofstede d'ailleurs, il s'agit de bien le lire. Et la troisième dimension, je te répondrai comme ça, Patricia, c'est de se laisser questionner. Dans une démarche interculturelle, et tu vois, dans mon propos, ça serait aussi dans la posture d'un dirigeant, on est dans un contexte qui est étrange, ambigu, donc du coup, qui va nous amener à être, pour nous, énergivores. Un contexte multiculturel, c'est d'abord un contexte énergivore. Les questions qui te sont posées par des partenaires étrangers, ça peut être nos propres enfants, nos propres petits-enfants, nos parents, sont dans des univers de sens qui ne sont pas les miens. Donc, ça me prend de l'énergie. Ils me questionnent sur le sens même de mon existence. Je me souviens, pour ne pas être trop long, d'un jeune en entretien de recrutement qui m'avait demandé à moi, DRH à l'époque, « Monsieur, est-ce qu'on doit être là tous les jours ?» Je te laisse imaginer, Patricia, le vertige qui a été le mien. Hein. Surtout que 5 minutes plus tard, il m'a demandé « Est-ce qu'on s'amuse chez L'Oréal ?» Alors là, ça a été le coup de grâce. Et donc, j'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste sur cette dimension de se laisser questionner. C'est énergivore. Deuxième idée, c'est chronophage. Quand on pratique l'interculturel, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance encore, il y en aura toujours, c'est énergivore, c'est chronophage, mais la troisième chose, c'est que c'est ressourçant.
Quand on a la chance, en fait, de créer des environnements apprenants, on a la chance de voir émerger autour de nous des gens qu'il faut protéger, car les autres veulent les mettre à mort. Phénomène de bouc émissaire, Patricia, dont j'ai parlé. Et donc, ces personnes t'amènent à voir un projet, t'amènent à voir une action sous un autre angle. Trois caractéristiques fortes, tu vois, Patricia. Énergivore, chronophage et ressourçant. Questionner l'autre, se questionner, se laisser questionner. Et pour aller un tout Comment petit peu... apporter ça au niveau de notre gouvernement qui mais bien sûr. Mais bien sûr, et en mariant les univers. Moi, quand j'étais chez L'Oréal, en fait, beaucoup de personnes considéraient que j'étais le suppôt du capitalisme et que je servais les intérêts de Mamie Zinzin. Mais j'étais cet homme-là, j'étais consciemment quelqu'un qui voulait être utile chez L'Oréal. Mais dans le même temps, je travaillais dans un labo de recherche au CNRS. Alors, où est-ce que j'étais? J'étais dans l'antre, j'étais dans l'écart. J'étais quelqu'un qui cherchait à faire des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Si j'ai réussi à vaincre ce tiraillement, cette dissonance, parce que j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir me mettre en mots. Je voudrais aussi te proposer ça, Patricia. En fait, quelqu'un qui se questionne, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va avoir la chance de trouver quelqu'un qui le met en mots. Et donc là, on touche à l'écoute active. Et puis, je termine juste là-dessus, mais moi, ma grande crainte, et c'est pour ça aussi que ce soir, je suis là avec vous et je suis heureux d'être avec vous, c'est que nos pays se fissurent par déficit double de l'ascenseur social. C'est-à-dire, les enfants de ceux qui sont en bas ne sont pas capables, par l'école, le mérite, de parvenir au milieu, et les enfants de ceux qui sont en haut ne sont pas sûrs d'y rester. Ça nous amène, Patricia, et on l'a fait avec Pierre Robert dans notre livre « L'homme mondialisé », à une nouvelle lecture des rapports de force et une nouvelle lecture de la critique sociale. Aujourd'hui, en fait, je crois qu'il s'agit toujours de continuer d'observer des rapports de domination entre ceux qui possèdent et ceux qui sont possédés, entre ceux qui organisent le temps de travail des autres et ceux qui sont submergés. Mais il y a une autre clé de partage. C'est ceux qui sont rivés au sol. Nous les appelons les sédentaires, forcés. Ceux qui sont mobiles et ceux qui sont ubiquistes. C'est-à-dire qui font tourner ceux qui sont mobiles. Et je voudrais d'un mot, parce qu'il faudrait plus de temps pour développer ça, mais te dire, Patricia, que à mon avis, les partenaires sociaux, pour être utiles, devraient intégrer à leur réflexion ces nouvelles catégories, en fait, de la domination. Dans la société en archipel, dans la société supposée globale, et on a fait un livre sur la sociologie de la mondialisation qui s'appelle « Les métamorphoses du monde », on essayait de montrer que si on voulait être utile au peuple, il fallait en fait s'apercevoir qu'aujourd'hui, le pouvoir qui s'exerce de domination, c'est la déterritorialisation. C'est-à-dire ceux qui sont multipositionnels et qui font tourner ceux qui sont mobiles pour dominer ceux qui sont sédentaires. Tu vois, Patricia, il y aurait beaucoup à dire, mais merci pour cette question. Alors, qui me fait sortir peut-être d'une certaine forme de neutralité, qui m'amène à me dévoiler un petit peu plus dans mes convictions. Je peux vous poser juste une petite question de terminaux, parce que c'est linguistique. Vous définissez les différentes postures monoculturelles, multiculturelles et interculturelles. Oui. Et en anglais, on a souvent le grand débat dans l'utilisation de interculturel ou cross-cultural. Et cross-cultural n'existe pas en français. Exactement. Et c'est pour ça que tu verras, Patricia, dans les livres que je vous offre, nous faisons émerger une quatrième catégorie qui est transculturelle et qui serait justement celle des slasheurs, de jeunes experts comptables ou de jeunes personnes artistes qui veulent avoir plusieurs vies à vivre et en même temps. C'est un des défis de notre société. Et puis, je suis très, très content que tu aies pointé ça. En fait, quel est le terme en français que vous utiliseriez pour cross-cultural tel qu'il est utilisé en anglais? Interculturel. Vous le mettrez dans le même panier, parce qu'en anglais, on a souvent ce débat, intercultural et cross-cultural. C'est sujet à discussion. Et j'ajouterais, alors là, ça serait un autre webinaire, mais avec grand plaisir. Il s'agit d'intégrer une autre dimension qui m'est chère, c'est l'intraculturel. Oui. L'histoire que je me raconte sur ce que je suis et ce que je deviens. Je voudrais insister là-dessus. Pourquoi j'essaye toujours, en fait, quand on analyse une situation de travail, de penser qu'il y a trois grandes grilles. La culture d'origine, au pluriel, les cultures d'origine, la liberté de l'acteur, pour essayer en fait de dépasser ses enracinements, ses affiliations, ses appartenances. On est un peu plus que ce que les autres nous disent que nous sommes, et les faits de situation. Et donc, on doit intégrer, tu vois, ces trois dimensions. Mais il y a ce que je revendique, c'est pour ça que pour moi, la question de la discrimination est première. Il y a ce que je revendique subjectivement, et il y a ce que le milieu d'accueil ne parvient pas à m'offrir. Quand j'évoque tout à l'heure Franck Pruvot, qui est un homme extraordinaire, qui a terminé major de promotion de la plus grande école supposée de commerce en France, et qui en ce moment même, de par nos méthodes de travail, le travail n'est pas capable
répondre à des propositions de conseil. Moi, l'interculturel n'a aucune utilité. Ce qui compte, c'est d'abord prendre en compte dans notre société des gens dont tu as parlé là, qui sont en retrait, à l'écart, et que plus personne ne regarde. C'est-à-dire que la société est tellement fragmentée qu'aller à la rencontre de quelqu'un d'une autre classe sociale, c'est un des très grands pièges aussi de ce que nous vivons. C'est presque un combat contre soi-même. Ça l'était déjà avant, ça l'est plus aujourd'hui. Je terminerai peut-être là-dessus parce que vous êtes encore très très nombreux, vous me faites un plaisir immense, mais il y a une phrase de Vladimir Yankelevitch, le philosophe, qui m'a toujours beaucoup plu, et qu'Éric Chambreau, qui est un des grands dirigeants de Vinci, rappelle dans ses séminaires sur l'interculturel. Dans la vie, il s'agit plus que de vouloir, il s'agit de vouloir. Ouais. Ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel nous n'insistons pas assez. Nous sommes trop tièdes dans notre discipline, trop neutres. Il s'agit aujourd'hui de protéger ceux qui sont atypiques. Et quand on veut véritablement vouloir, il s'agit de leur donner plus de temps qu'aux autres et plus d'attention vigilante, car leur atypisme, à condition qu'ils délivrent du résultat, est utile à l'entreprise tout entière ou à l'association humanitaire tout entière. Tu vois, Patricia, on pourrait non pas conclure, car ça continue comme la culture, mais lutter contre un immense risque de la société craintive, l'égalitarisme, le nivellement. Plus on est inquiet et plus on a tendance à bas prix, à conquérir une petite paix sociale en donnant la même chose à chacun. Plus que jamais, nous avons besoin de ce regard décapant, abrasif, qu'est la discipline du management interculturel. Et l'interculturel, pour moi, c'est l'équité. Identifier et assumer des différences qui profitent à tous. Voilà, je le dis, tu vois, avec mon cœur, mais c'est un immense plaisir que de donner aussi. Je l'ai peu donné dans mes cours. Nous avons besoin d'idéal. Et notamment dans des fonctions comme la fonction RH qui se déshonore en n'intégrant pas à sa composition l'anthropologie, la philosophie, la sociologie. On a besoin de réenchanter ces disciplines. Le management interculturel y participe. Donc, en première, Pascal Dubois, ensuite Vincent Merck. OK. C'est le rendez-vous de l'amitié, là, ça fait plaisir de voir Pascal. On a plus de 60 encore connectés, en plus. Je vais faire court, hein, parce que c'est vrai que c'est passionnant de Je suis content de te voir. Sujet. Moi aussi, très contente. Je voulais te parler justement du travail que je fais avec des étudiants, avec Grant notamment, qui est là. Donc, Grant, si tu veux compléter. Tu as parlé de la personne ressource. Oui. Et Grant a mis en place une activité extraordinaire pour les étudiants que j'appellerais donc une activité, une rencontre ressource, où les étudiants francophones sont obligés de rencontrer 3 fois un étudiant différent. Alors, au début, c'était national, mais là, on l'a fait évoluer. Quelqu'un qui est un peu différent, qui a une autre vie que nous. Ouais. Et c'est vraiment une super activité parce que ça reprend ce que tu disais, questionner l'autre, se questionner, se laisser questionner. Donc, on a toute une série de questions qu'on leur demande de poser, enfin, on les guide pour qu'ils puissent justement aller un peu plus profond que on a joué au foot ensemble, c'était très sympa, je me suis fait un ami, finalement, il n'y a pas tant de différences culturelles que ça. Et on a quand même beaucoup d'étudiants qui sortent de là bouleversés, qui sont, voilà, c'est un autre monde parce qu'ils se rendent compte à quel point leur environnement n'est pas diversifié. Exactement. Et on en a quand même certains qui sont très réfractaires et qui même après parce que c'est aussi une préparation pour partir à l'étranger, reviennent toujours avec leur certitude que finalement l'interculturel c'est pas important, que dans le monde mondialisé ça ne sert pas à grand chose. Et pour justement trouver d'autres activités pour les sortir un petit peu de l'âge, et je me dis qu'il faut que je comprenne qu'est-ce qui fait qu'ils restent dans ce stade un petit peu ethnocentrique. Alors qu'on leur propose justement de s'ouvrir à l'autre, alors qu'ils sont confrontés, ils n'ont pas le choix, ils sont confrontés à la diversité. Donc voilà, je voulais comprendre un petit peu pourquoi certains, pour la majorité, ça fonctionne, et certains sont quand même restés figés un petit peu dans cette position très fermée. Oui, c'est magnifique. Je vais te répondre comme je fais souvent, tu me connais Pascal, avec 2 livres. Le premier, c'est Norbert Alter, j'insiste. Ouais, La force de la différence. La force de la différence, si vous ne l'avez pas lu les uns les autres, Itinéraire de patrons atypiques. Parce que c'est une réflexion sur le capital social qui est à détenir pour une personne pour élargir ses horizons. Et puis la deuxième chose, c'est plus peut-être sur le continent nord-américain, il y a un sociologue vivant qui est pour moi une très très grande référence. C'est un homme que vous devez connaître qui s'appelle Mark Granovetter. Mark Granovetter est une des très grandes figures de la sociologie des réseaux sociaux. Et je vous invite à taper son nom et à ajouter la force du lien faible. Tu vois, Pascal, c'est une jolie formule. La force du lien faible. Cette force du lien faible, c'est quelqu'un que je n'aurais pas rencontré seul. C'est toi qui as été pour moi un aimant opportunité.
Et donc, l'interculturel doit aussi enrichir sa réflexion de ces différents horizons disciplinaires. Ça me fait plaisir, tu ne peux pas imaginer de vous voir les uns les autres comme ça, continuer de tisser les fils de notre discipline. Un grand merci. À poursuivre. À poursuivre. On va poursuivre ça dans des instituts et Grant, tu avais une question, c'est ça? Parce que sinon, je vais vous remercier infiniment. Vincent Merck. Vincent, avec plaisir. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Oui, j'étais le premier à poser la question, donc j'aimerais bien la poser quand même maintenant. C'était tout à fait au début. Non, je plaisante. Non, c'était, tu avais parlé des modèles mentaux, et donc, entre autres, hybrides, donc, et puis l'enchevêtrement. Je ne vois pas tellement quelle différence, parce que quand tu parles d'intime et professionnel, c'est très clair pour moi, cet enchevêtrement, shifting panels qui se superposent, que l'on partage, que l'on ne partage pas toujours. Et alors, l'hybride, c'est quoi par rapport à ça? L'hybride, tu sais, moi j'ai beaucoup de réticence par rapport à ce terme. Les voitures sont hybrides, nos réunions sont hybrides. J'ai beaucoup de réticence parce que, et là c'est Serge Gruzinski qu'il faut lire dans un livre qui s'appelle La pensée métisse. Serge Gruzinski, La pensée métisse. Et j'ai beaucoup de réticence car l'hybridation renverrait à une pureté des origines. Tu es d'accord, Vincent? Il y aurait quelque chose dont on ferait mélange et qui serait d'une certaine manière en arrière-fond historique. C'est aussi une critique que j'ai souvent adressée à ceux qui idéalisaient la variable stato-nationale. Il y a une sorte comme ça de perspective fonctionnaliste dans laquelle on mélangerait des essences pures. Non, c'est pas comme ça de mon point de vue que j'analyse les choses. Je préfère parler de bricolage, c'est-à-dire de ponts de liens et de correspondance entre culture d'origine au pluriel, culture du pays d'accueil au pluriel, et culture d'entreprise si on a la chance de pouvoir travailler au pluriel. Et en fait, tout mon travail, et je dirais notre travail, c'est de bénéficier en fait de la tradition d'une première école, une école centrée sur les cultures nationales. Elle a sa force et elle est magnifique. Une deuxième école autour de Diribarne et de gestion et société, une approche ethnographique sur laquelle on va analyser des ateliers et on va regarder en fait de grands périls dans la société qui vont nous amener en fait à agir de telle sorte, en quelque sorte. Et, c'est pas ou, c'est et. On doit apporter une troisième perspective que j'appelle compréhensive, c'est-à-dire partir d'une méthode de recherche en entretien, de temps long, interactionniste, faisant la part belle aux situations de travail, à leur côté imprévisible, Vincent, à leur côté changeant, interactionniste, compréhensive, et derrière, en fait, inclusive. Inclusive de quoi? Et c'est pour ça que je trouve mon bonheur en ce moment dans la réflexion de Peter Senge et les 5 disciplines. Et je vous invite toutes et tous à regarder ça de plus près. Parce que Peter Senge, dans son ouvrage, il met ensemble les modèles mentaux et la nécessité pour nous, tu sais, de ne pas confirmer, mais d'explorer. Quand on a peur, on s'entoure toujours de gens qui nous ressemblent. Donc, c'est un travail, il faut vouloir. Les modèles mentaux, la maîtrise personnelle, la vision partagée, le travail en équipe, mais le plus important, la complexité, c'est-à-dire en fait une pensée qui va non pas additionner, mais multiplier. Pour te répondre, Vincent, je vais prendre très rapidement un exemple qui est issu de ma vie. Dans mon travail de thèse, en fait, un jour, j'ai eu le bonheur d'être en face d'un homme que j'interrogeais qui, à la fin de notre conversation, à peu près 1h30, m'a sorti, en fait, je l'interrogeais, tu vois, sur quelles sont les conditions qui font quand on est expatrié, on réussit, monsieur, à Paris. Alors lui, tu vois, Vincent était impatrié. Et alors, ce monsieur, je m'en souviendrai toute ma vie, m'a sorti ses 2 passeports. À gauche, il y avait un passeport indien, et à droite, il y avait un passeport américain. Et je te jure, Vincent, qu'il m'a dit ceci. Vous savez, Philippe, je suis dans les deux. Mais ça, en saisissant son passeport indien, il me dit, ça, c'est l'enfance de l'humanité. Et en saisissant son passeport américain, avec beaucoup de bienveillance et de sourire, il me dit, ça, c'est l'enfance, c'est l'humanité dans l'enfance. Il avait un formidable plaisir à être dans ces jeux, ces bricolages, entre 2 pôles ontologiques, 2 pôles d'enracinement. Mais il était plus que ça. Il était dans ce que j'ai appelé en tout début d'intervention, l'entre-deux, la dissonance, l'écart. Et donc, c'est ça notre horizon aussi. C'est penser des femmes et des hommes pluriels. Et là, je renvoie au sociologue Bernard Lahire, je crois que c'est son chef-d'œuvre, L'homme pluriel. Et penser en fait comment ces femmes et ces hommes pluriels, qui au début sont plus fragiles, plus inquiets, parviennent à trouver des ressources dans l'action pour, aux yeux du monde, dire voilà, je ne suis pas une seule personne avec un seul discours. Je suis, Vincent, dans l'équivocité. C'est-à-dire que je suis dans ce qu'on va appeler ensemble une contradiction apparente. Je suis les 2 faces d'une même monnaie. Et moi, pour me connaître, il s'agit de faire rouler la pièce. Faire rouler la pièce, c'est créer les conditions de confiance. Tu vois comment on articule l'individu,
l'équipe et la création de confiance et le projet d'un dirigeant. Ça, c'est ce qui m'anime, hein, il nous anime depuis longtemps. Ça te donne quelques éléments, Vincent? Oui, cette contradiction apparente aussi de la société. Je vais être plus précis très vite. Je suis un type qui est né dans une société où on pose une équation, il y a un résultat. J'ai la grande chance, enchevêtrement des sphères, de rencontrer des personnes qui ont des vérités successives, relatives, et qui prennent un immense plaisir à jouer de leurs appartenances, à bricoler leur parcours. Je suis ce que Michel Serres appellerait un être de cohérence, sans aucune connotation morale. Je suis prévisible, je sépare les sphères, je cache ma personnalité, j'endosse un rôle social, je vis en pelure d'oignon, c'est ma tradition, mon éducation. J'ai la grande chance d'avoir des gens qui luttent contre le capitalisme avec des chaussures de sport à 370 € au pied. Je ne les blâme pas, je cherche à les comprendre. Ce sont des gens qui vont être, tu vois, dans la coexistence des formes de rationalité, ce que j'appelle l'équivocité. Un des horizons, hein, pour comprendre le monde qui va, c'est de mettre ensemble les deux. C'est clair, Vincent, cet exemple que je prends, de gens qui sont, hein, tu vois, dans cette contradiction apparente. Et donc, pour l'interculturel, c'est quoi? C'est créer un socle culturel commun avec des gens qui vont de plus en plus discuter des principes et qui vont te dire « je ne suis pas tout à fait ce que tu crois que je suis ». Et accepte cet entre-deux, accepte cette personnalité en quelque sorte plurielle. Mais tu vois, hein, c'est pour ça que ça résiste et c'est pour ça que la discipline souvent a mauvaise presse. C'est une discipline de l'écart, du tiraillement. Ce n'est pas une discipline qui propose des outils ou des modèles binaires. C'est une discipline qui questionne. Et là, on revient à ce que disait Patricia tout à l'heure. Merci, je vais conclure. Et je vais d'abord conclure en vous remerciant, mais je voudrais vous lire quelque chose parce que tout à l'heure, en préparant, ça fait de nombreux jours qu'avec Pamela, on prépare ça et Grazia et Grant et toute l'équipe. D'abord, dans le jardin où j'ai marché un petit peu, mais attention, en respectant la distanciation sociale et en ayant mon autorisation, mon attestation. Dans le jardin, il y a des jeunes qui jouaient ensemble et à un moment donné, il y en a un qui a dit à l'autre « traite-moi comme un égal ». Alors là, j'ai pensé à vous dans l'interculturel. Puis la dernière chose que je voudrais vous dire, et je te laisse le mot de la fin, bien sûr, Pamela, c'est pas une citation par laquelle je finis souvent. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison. L'important est de s'ouvrir patiemment aux bonnes raisons des autres, hein, qui synthétisent, à mon avis, notre approche. Je préfère celle-ci ce soir, un peu plus humoristique. Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. C'est une citation que j'ai découverte cet après-midi et j'ai pensé à vous. Du coup, j'ai acheté la carte et je vais te l'offrir, Pamela. Ça sera une occasion pour moi de te remercier. C'est une citation de Pierre Dac. Et c'est aussi une occasion pour moi de penser à mon papa ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère vous retrouver sur les chemins d'un archipel de relations qu'on pourrait appeler interculturel. Je te laisse le mot de la fin et merci encore d'être ici, quoi. Et puis la discipline est devant nous, c'est ça qui est formidable. Ouais. Merci beaucoup, Philippe. C'était super de te revoir. Oui, Nadine. Et Philippe, Bon, j'allais dire, on est encore presque 50 personnes au bout de 2 heures, donc ça veut dire qu'il y avait une qualité ce soir. In today's intercultural world, what is your role? I'm a change agent. I work as an intercultural trainer, consultant. I'm an entrepreneur. I'm working as a cross-cultural trainer. And I'm a professor, lecturer. And business anthropologist. I am a cross-cultural consultant and trainer. My work is to help bridge people across cultures, simply put. Theatre Europa is a network of professional interculturalists and is your partner in creating competent solutions to pressing intercultural concerns. The Theatre Europa Congress brings intercultural professionals together to discover, learn and share.
There's space for people to think critically, there's space for people to celebrate, and there's space for people to learn. Make new contacts, deepen friendships, learn more in the field, and be better at what I do. Networking. Networking. Networking? The perfect space for you to network. Being a member of CIETAR Europa has many benefits. Being a CIETAR member opens a lot of doors for you, opportunities that go beyond networking and just making international friends and also learning from one another. I think for newcomers, it's an excellent start to learn more about the field and what is actually happening and how you can become active in the field. You can get benefit of their knowledge and improve yourself, not only professionally, but also personally. I think that belonging to CIETAR, being associated with CIETAR, gives credibility in the field, both to your colleagues and to people who may hire you for jobs. If you want to learn like crazy, if you want to keep getting surprised all the time, if you want to keep developing, if you want to thrive in this world, join CIETAR. For more information on becoming a member of CIETAR, please visit cietareu.org. CIETAR, discover, learn, share.